Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question souvent un peu redoutée en entretien d'embauche, celle de la rémunération. Comment l'aborder sans faire de faux pas? Comment négocier? Alors pour éclairer un peu tout ça, on va s'appuyer sur un document de formation que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ça vient du Repère des CIP. Pour info, c'est un réseau qui soutient les conseillers en insertion professionnelle, donc des professionnels dont c'est le métier d'accompagner vers l'emploi. Et ce document, il donne des clés vraiment très concrètes pour gérer cette étape avec, disons, plus de sérénité et puis aussi plus d'efficacité. L'idée, c'est un peu de transformer ce moment qui peut être source de tension en une discussion constructive. La préparation, j'ai l'impression, comme souvent, c'est un peu la clé de voûte. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ce document nous guide? Oui, tout à fait. La préparation, c'est vraiment central. Le document le montre bien. Ce n'est pas juste une formalité, hein, c'est le fondement même d'une négociation qui peut réussir. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien on aimerait gagner, mais surtout de construire une argumentation, quelque chose de solide, pour justifier cette demande. Et c'est vrai qu'une bonne préparation, ça désamorce pas mal de stress. Ça permet d'arriver plus confiant, plus serein. Et cette préparation, elle commence bien avant l'entretien lui-même, si je comprends bien. Avec une phase de recherche. Exactement. Le document insiste beaucoup là-dessus. Il faut se renseigner. Se renseigner sur les salaires qui se pratiquent pour le poste qu'on vise, en tenant compte du secteur, de la région aussi. Il cite d'ailleurs des outils en ligne. Bon, les plateformes type Glassdoor, Payscale, où on peut trouver des infos sur les rémunérations. C'est un point absolument crucial. Et son importance, elle va même au-delà du simple fait d'avoir un chiffre en tête. Vous voyez, comprendre la fourchette du marché, c'est ancrer sa propre demande dans une réalité objective. Ça donne une crédibilité immédiate. Sans cette base factuelle, on risque deux choses principales. Soit on se sous-évalue, parce qu'on a peur de demander trop, Oui, ça arrive souvent. soit, à l'inverse, on fait une demande complètement déconnectée. Et là, on passe pour quelqu'un de pas très informé, voire d'irréaliste, quoi. C'est vraiment une question de positionnement stratégique, et ce, dès le départ. Ça montre qu'on a fait le travail en amont. D'accord, donc cette recherche, ce n'est pas juste pour soi, c'est aussi un signal qu'on envoie au recruteur sur son sérieux, sur sa démarche. Intéressant. Et ça nous amène assez logiquement à la deuxième étape que souligne le document, l'auto-évaluation. Une fois qu'on a cette idée du marché, il faut se positionner soi-même. C'est exactement ça. Là, il s'agit d'analyser son propre parcours. C'est quoi mon niveau d'expérience? Quelles compétences spécifiques j'apporte? Est-ce qu'elles sont rares, très recherchées? Et surtout, quelles sont mes réalisations concrètes passées? Qu'est-ce que j'ai accompli dans mes postes précédents qui a eu un vrai impact positif? Est-ce que j'ai des certifications, des formations particulières qui me distinguent des autres candidats? C'est vraiment ce travail d'introspection, d'analyse, qui va permettre de justifier pourquoi on pense mériter plutôt le haut ou le milieu, ou même le bas, de la fourchette du marché qu'on a identifiée. J'imagine que la difficulté, là, c'est d'être objectif. On peut avoir tendance soit à se surestimer, soit à l'inverse. Comment on traduit ces atouts en valeurs concrètes pour un employeur? Le document donne des pistes là-dessus? Oui, il suggère de ne pas se contenter de lister des compétences de façon un peu abstraite, il faut penser en termes de valeur ajoutée. Par exemple, plutôt que de dire simplement « j'ai des compétences en gestion de projet », ce qui est un peu vague, Mhm. on pourrait dire « j'ai mené à bien tel projet qui a permis de réduire les délais de X% ou d'augmenter le chiffre d'affaires de Y ». Chiffrer l'impact quand c'est possible, bien sûr, ça rend l'argument beaucoup plus percutant. L'idée, c'est vraiment de construire son argumentaire personnel. Voilà ce que le marché propose en général, et voilà pourquoi moi, avec mon profil unique, mes réussites passées et ce que je peux apporter spécifiquement à votre entreprise, eh bien ma demande se situe ici. Ça personnalise la demande, ça va au-delà des chiffres bruts du marché. D'accord, je vois. On combine les données externes, celles du marché, et les données internes, celles de sa propre valeur. Très clair. Bon, une fois qu'on a fait cette préparation, recherche, auto-évaluation, argumentaire, vient le moment de l'entretien. Et là, la question clé, quand est-ce qu'on parle salaire? Le document a l'air de dire qu'il faut être patiente. Oui, c'est le conseil classique, on va dire, et il est repris ici. Souvent, on recommande d'attendre que ce soit le recruteur qui aborde le sujet de la rémunération. La logique derrière ça, c'est de montrer que l'intérêt premier du candidat, c'est le poste lui-même. Les missions, les défis, l'entreprise, sa culture, avant de parler d'argent. D'accord.
Mettre en avant sa motivation pour le contenu du job avant de parler de la compensation, ça renforce l'image d'un candidat qui est engagé et pas juste attiré par l'aspect financier. Oui, c'est logique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à attendre trop tard? Si le recruteur n'en parlait jamais, ou seulement tout à la fin, on peut perdre son temps dans un processus pour un poste qui finalement ne correspond pas du tout à nos attentes salariales. Non? C'est une excellente remarque. Et le document, justement, apporte une nuance importante. S'il est préférable, en général, de laisser l'initiative au recruteur, il ne faut pas non plus terminer l'entretien sans que ce point ait été abordé ou au moins clarifié. Si le recruteur ne pose pas la question, eh bien le candidat peut tout à fait légitimement la poser lui-même. Mais le conseil, c'est de le faire plutôt vers la fin de l'entretien. Ah oui. Pourquoi spécifiquement à la fin? Parce qu'à ce stade de l'entretien, normalement, on a eu l'occasion de se présenter, de parler de son parcours, de ses compétences, de sa motivation. Bref, on a pu démontrer sa valeur ajoutée potentielle. Du coup, aborder la question du salaire après avoir exposé ses atouts, ça donne plus de poids, plus de légitimité à la discussion. C'est une question d'équilibre, de stratégie, de séquençage, comme vous disiez tout à l'heure. D'abord montrer son intérêt et sa valeur, ensuite parler conditions. Je vois. D'abord, on construit la perception de la valeur, ensuite, on discute du prix. Logique. Et quand ce moment arrive alors, la manière de formuler sa demande est, d'après ce que j'ai lu, absolument cruciale. Il ne faut surtout pas arriver avec un chiffre unique gravé dans le marbre. C'est exactement ça. Le document met vraiment en garde contre le fait de donner un chiffre unique, trop précis et définitif, surtout au début de la discussion. Ça peut fermer la porte à la négociation. Il suggère plutôt d'utiliser une fourchette salariale et surtout d'employer des formulations qui montrent une certaine souplesse, une ouverture. L'exemple type qui est proposé, c'est quelque chose du genre « Compte tenu de mes recherches sur le marché et de mon expérience » où on peut mentionner une compétence spécifique clé pour le rôle, une rémunération qui se situerait dans une fourchette entre X et Y milliers d'euros bruts annuels me semblerait appropriée pour ce poste. Et on ajoute « Cependant, je suis bien sûr ouvert à la discussion pour qu'on trouve un accord qui soit mutuellement satisfaisant. » Oui, cette phrase est intéressante. Décortiquons-la. Compte tenu de mes recherches. Hop, ça renvoie à la préparation sérieuse. On montre qu'on sait de quoi on parle. Et de mon expérience, mes compétences, là on relie directement la demande à sa valeur personnelle, ce qu'on apporte. Une fourchette entre X et Y, ça c'est le cœur de la flexibilité. On donne une zone, pas un coup près. Et le petit « mais je suis ouverte à la discussion à la fin », c'est un appel clair à la négo, à la collaboration, pas à la confrontation. Tout à fait. Chaque morceau de cette phrase a son importance stratégique. La référence aux recherches, ça assoit la crédibilité. Lié à l'expérience ou aux compétences, ça justifie le niveau demandé. La fourchette, psychologiquement, c'est intéressant. Ça donne un point de référence, souvent. D'ailleurs, le bas de la fourchette sert un peu d'encre dans la discussion. Mais ça indique aussi une marge de manœuvre. L'employeur peut se dire « Ok, il y a de la place pour discuter là-dedans ». Et la mention finale d'ouverture à la discussion, ça dédramatise complètement l'échange. Ça le place sous le signe de la recherche d'un terrain d'entente. C'est une approche pro qui invite au dialogue. C'est subtil, mais c'est vrai que ça change tout par rapport à un « je veux tant ». Et un autre point que le document met vraiment en avant, c'est de ne pas se focaliser que sur le salaire de base. Il faut avoir une vision plus large, regarder l'ensemble du package. Absolument. C'est une erreur très fréquente de ne penser qu'au salaire brut annuel qui sera écrit sur le contrat. Le document insiste beaucoup sur l'importance de considérer ce qu'il appelle la rémunération globale. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Potentiellement, beaucoup de choses. Il y a les primes, bien sûr, primes sur objectif, participation, intéressement. Il peut y avoir des avantages en nature, une voiture de fonction, un téléphone, un ordinateur portable. Il y a aussi tous les avantages sociaux, une bonne mutuelle, une bonne prévoyance. Ça a un coût non négligeable pour l'employeur et une vraie valeur pour le salarié. Oui, c'est vrai. On peut ajouter les titres restaurants, le remboursement des frais de transport, le nombre de jours de congés payés, les RTT. Et puis des choses peut-être moins directes mais importantes, les opportunités de formation financées par l'entreprise, la flexibilité des horaires et bien sûr la possibilité de télétravail, qui est de plus en plus recherchée. Mais comment on évalue la valeur de tout ça? Certains éléments sont financiers, ok, comme les primes ou la valeur des tickets resto, mais d'autres, comme le télétravail ou un jour de congé en plus, c'est plus subjectif, non? C'est là qu'intervient une évaluation plus personnelle en effet. Certains avantages ont une contre-valeur monétaire qu'on peut essayer d'estimer. Combien coûterait une mutuelle équivalente si je devais la payer moi-même? Quelle économie représentent les tickets restaurants sur mon budget alimentation?
Pour d'autres éléments, comme vous dites, la valeur est plus indirecte, mais elle est bien réelle. Qu'est-ce que ça vaut pour moi de pouvoir télétravailler 2 jours par semaine? Peut-être moins de fatigue, moins de frais de transport, plus de temps pour ma vie perso. Pour certaines personnes, cette flexibilité peut tout à fait justifier un léger compromis sur le salaire de base. Le document encourage vraiment à avoir cette vision globale, holistique, et surtout à être prêt à discuter de ces différents éléments lors de la négociation. Parce que parfois, une entreprise peut être un peu limitée sur l'enveloppe du salaire fixe, mais avoir plus de marge de manœuvre sur les avantages périphériques. Donc, bien connaître ses propres priorités, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, sur quoi je peux être flexible, ça permet d'orienter la négociation de manière plus fine, plus stratégique. Oui, ça ouvre le champ des possibles, c'est clair. Ça permet de sortir d'une négociation bloquée uniquement sur le chiffre du salaire. Mais bon, même avec toute cette super préparation, on arrive au moment M, la discussion elle-même. Et soyons honnêtes, ça peut quand même être un moment stressant, le trac peut monter. Est-ce que le document donne des conseils pour gérer cette pression? Oui, et c'est un aspect qui n'est pas négligé. Le conseil principal, c'est d'essayer de rester calme, posé et professionnel. Même si à l'intérieur, on sent la nervosité qui monte, il faut essayer de bien respirer, de parler clairement, avec assurance, même si on doit parfois un peu la feindre, cette assurance. Ouais, faire bonne figure. Exactement. Pourquoi c'est si important, hein? Parce que la manière dont on gère cette discussion spécifique sur le salaire, elle est aussi observée par le recruteur. Ça lui donne des indications précieuses. Des indications sur quoi? Sur la capacité du candidat à gérer des situations qui peuvent être un peu tendues, à négocier, à communiquer sous pression. Garder son sang-froid dans ce moment-là, c'est en soi une démonstration de compétences comportementales, de ce qu'on appelle les soft skills. C'est vrai, on n'y pense pas forcément, mais la négociation salariale, c'est aussi une forme de mise en situation professionnelle. C'est un bon point. Et pour aider à garder cette assurance, j'imagine qu'anticiper les questions ou les objections possibles du recruteur, ça aide, hein. Ah oui, c'est essentiel. Le document recommande fortement de se préparer à devoir justifier sa fourchette. C'est presque certain que le recruteur va demander quelque chose comme «Pourquoi demandez-vous ce montant précisément? Sur quoi vous basez-vous pour avancer cette fourchette?» Ou la question classique «Comment cela se compare-t-il à votre salaire précédent?» Hmm. Avoir préparé des réponses claires, factuelles, qui s'appuient sur la recherche de marché et l'auto-évaluation dont on parlait tout à l'heure, ça permet de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas bafouiller et de répondre avec confiance. On revient toujours à la même chose, la solidité de la préparation initiale. Il ne suffit pas d'avoir un chiffre ou une fourchette en tête, il faut pouvoir expliquer la logique derrière, argumenter. On boucle la boucle, effectivement. Préparer ses arguments, c'est vraiment la clé pour ne pas paraître hésitante ou prise de court au moment crucial. Mais imaginons le scénario où, malgré une bonne préparation, une discussion cordiale, l'offre initiale de l'entreprise est vraiment en dessous de la fourchette qu'on visait, voire même en dessous de notre seuil minimum acceptable. Qu'est-ce qu'on fait? Le document suggère quoi? On refuse tout net? Non. Le document conseille plutôt d'éviter les réactions trop tranchées, trop émotionnelles, du type «Ah non, certainement pas». La première chose, c'est de ne pas paniquer. Prendre un temps de recul, considérer l'offre dans son ensemble, en repensant justement au package global. Si, même après ça, l'offre reste vraiment décevante, il est recommandé d'exprimer sa déception, oui, mais de manière professionnelle. Et surtout, d'essayer d'ouvrir à nouveau la discussion plutôt que de claquer la porte immédiatement. On pourrait dire quelque chose comme « Je vous remercie sincèrement pour cette offre ». Elle est cependant assez en deçà de mes attentes initiales, notamment au regard de, et là on rappelle un élément clé, le marché, une compétence spécifique, etc. Serait-il envisageable de revoir ce point, ou peut-être y a-t-il d'autres éléments de compensation dont nous pourrions discuter? D'accord. Donc l'idée, c'est de chercher des solutions alternatives plutôt que de rester bloqué sur le chiffre initial du salaire de base. Après la période d'essai, ou peut-être après la première année, une fois qu'on aura pu faire ses preuves dans le poste. On peut aussi essayer de négocier des avantages supplémentaires pour compenser ce salaire de base jugé un peu faible. Plus de jours de télétravail, un budget formation plus conséquent, la prise en charge de certains frais. L'idée maîtresse, c'est de montrer que l'intérêt pour le poste est toujours là, qu'il est réel, mais que la question de la compensation est importante et qu'elle nécessite qu'on trouve un terrain d'entente qui soit acceptable pour les deux parties. Cette approche constructive, elle maintient le dialogue ouvert et elle montre une certaine maturité dans la négociation. Et parfois, on arrive à trouver un accord sur des éléments annexes qui rendent finalement l'offre globalement satisfaisante. C'est une approche beaucoup plus nuancée que le simple «je prends» ou «je laisse». Ça demande de la souplesse, c'est sûr, et une bonne connaissance de ses propres priorités, de ce sur quoi on peut lâcher un peu de lest ou pas. Précisément. Et ça nous ramène une dernière fois à l'importance de la préparation.
Non seulement savoir ce qu'on veut obtenir idéalement, mais aussi savoir sur quoi on est prêt à faire des compromis et quelles sont ces véritables lignes rouges, le seuil en dessous duquel on ne descendra pas. Bien, alors, si on essaye de synthétiser un peu les grandes lignes stratégiques qui ressortent de ce document du repère des CIP pour aborder cette fameuse question salariale, je retiens d'abord une préparation vraiment béton en amont. Ça inclut la recherche sur le marché et une auto-évaluation honnête et précise. Ensuite, une gestion réfléchie du timing, plutôt laisser venir le sujet, mais être prête à l'aborder soi-même si nécessaire. Puis, une formulation habile de la demande, utiliser une fourchette, montrer de la flexibilité. Ne pas oublier la vision large de la rémunération, penser au package global, pas juste au salaire. Pendant la discussion, garder son calme, rester professionnel, maîtriser son stress, anticiper les questions et préparer des arguments solides pour justifier sa demande. Et enfin, être capable de négocier de manière constructive si l'offre initiale n'est pas à la hauteur. C'est tout un art, en fait. C'est une excellente synthèse. Oui, on voit bien que ce n'est pas juste une question de sortir un chiffre. C'est une véritable démarche stratégique qui demande de la réflexion, du tact et un certain savoir-faire. Ce document cadre très bien cette approche, je trouve. Et au final, une communication qui est ouverte, qui est basée sur des faits concrets et qui reste professionnelle tout du long, ça maximise les chances. Les chances non seulement d'obtenir une rémunération qu'on juge équitable, mais aussi, et c'est peut-être encore plus fondamental, de s'assurer que les attentes des deux côtés sont bien claires et bien alignées avant de démarrer une nouvelle collaboration professionnelle. C'est vraiment la base pour construire une relation de travail saine et durable par la suite. Et peut-être, juste pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà des aspects très pratiques qu'on a abordés aujourd'hui, une question intéressante que chacun pourrait se poser, c'est: qu'est-ce qui constitue réellement la valeur d'un poste pour moi, personnellement, au-delà du montant net sur la fiche de paye? Le document nous guide bien sur comment négocier le tangible, le salaire, les avantages. Mais qu'en est-il de l'intangible? Je pense aux opportunités d'apprendre, de se développer, la qualité des relations humaines au travail, avec les collègues, le management, le sentiment d'utilité de ce qu'on fait, l'alignement avec ses propres valeurs personnelles, et bien sûr, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Comment est-ce que tous ces éléments, qui sont souvent plus difficiles à quantifier, pèsent dans la balance au moment où on doit juger une offre d'emploi? Est-ce qu'un salaire peut-être un peu moins élevé que prévu pourrait être compensé par un environnement de travail exceptionnel ou par des perspectives d'évolution qui nous passionnent? Réfléchir à ça, en amont de la recherche d'emploi ou de la négociation, ça peut vraiment aider à prendre une décision finale qui soit plus alignée avec ses aspirations profondes, avec ce qui compte vraiment pour soi. C'est une excellente question pour élargir la perspective effectivement et pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Savoir négocier son salaire, c'est important, c'est une compétence clé. Mais savoir ce qui compte vraiment pour soi dans un travail, c'est peut-être encore plus fondamental au bout du compte. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette discussion très riche.